Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Que retenir des résultats du premier tour de l'élection présidentielle? Comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen comptent-ils aborder le second tour? On en parle tout de suite. L'école comme un lieu d'épanouissement, eh bien c'est la promesse de l'école IFEA. Nous recevrons son créateur en deuxième partie d'émission. Et puis on remonte le temps avec, comme chaque lundi, Loïc Landreau qui nous racontera que les enfants se reposaient non pas le mercredi mais le jeudi. Et tout de suite on retrouve Mickaël Dorian avec l'actu en bref. Mickaël, à la une de l'actualité ce lundi, forcément, les réactions dans l'éducation après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Et avec pour commencer ces mots du pédagogue Philippe Mérieux, il était venu dans le grand JT de l'éducation quelques jours avant ce scrutin. La résignation est exclue, on le sait, très critique avec le bilan Macron en matière d'éducation. Il invite tout de même, comme la plupart des syndicats d'enseignants, à faire barrage à l'extrême droite le 24 avril prochain. Dans un message clair publié dans le Café pédagogique, c'est sans état d'âme que je voterai Emmanuel Macron. Les mots du ministre de l'Éducation nationale qui a réagi après l'annonce des résultats hier. Jean-Michel Blanquer, satisfait et soulagé, forcément, comme dans tout le clan du président candidat à sa réélection. Sur Europe 1 hier soir, il a invité les Français à s'unir et à se rassembler autour d'Emmanuel Macron. La stratégie de second tour de la part d'Emmanuel Macron, c'est d'abord une stratégie de proposition autour de laquelle doivent se rassembler les Français. On a clairement une candidature de progrès, d'ouverture et de rassemblement pour la France. Et puis en face, une candidature qui présente tous les risques, et les risques de l'aventure dans le pire sens du terme, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Pensons à l'image que donnerait la France si d'aventure c'était elle qui était élue. Donc il y a aujourd'hui un choix clair entre deux options, mais on ne doit pas se déterminer uniquement par rapport à l'adversaire. Il y a clairement des propositions très fortes d'Emmanuel Macron, et puis il a démontré des capacités à traverser la crise. Et après le premier tour, on va s'intéresser ensemble aussi au vote des enfants. Oui, les moins de 18 ans, Virginie, qui ont également pu faire entendre leur voix et exprimer leur opinion grâce à un vote en ligne durant ce premier tour de l'élection présidentielle. Vote organisé par ConfKids sur le site enfant2022.fr. Un vote qui n'est pas pris en compte, mais qui permet tout de même de se faire une idée. Il y a eu près de 6700 jeunes inscrits sur la plateforme. Les résultats, les voici. Emmanuel Macron arrive en tête de ce premier tour avec 33,8% des votes, suivi de Jean-Luc Mélenchon, 24,9%, et Yannick Jadot, 8,1%. À noter que chez les moins de 18 ans, le score de Marine Le Pen n'est que de 6,5%. Elle est quatrième. Dans le reste de l'actualité, la détresse à présent d'un jeune champion de taekwondo privé de compétition internationale par le rectorat. Il s'appelle Mathis, il a 16 ans, il est champion de France junior de taekwondo et a été sélectionné pour participer à la Gymnasiade de Normandie, la compétition internationale de référence qui se tiendra le mois prochain. Problème, le rectorat de Lyon a tout simplement interdit à Mathis d'y participer parce qu'il est scolarisé dans une école privée hors contrat. Une décision injuste et discriminatoire que dénonce Mathis dans une vidéo adressée au président de la République. Je m'adresse à vous aujourd'hui, Monsieur le Président, car le rectorat de Lyon, votre administration, m'interdit de participer à la grande échéance mondiale qui est les Gymnasiades en Normandie en 2022. C'est un peu comme les Jeux Olympiques juniors, Jeux Olympiques des lycéens. Tout cela car je suis scolarisé dans un établissement privé hors contrat qui est l'école Diagonale. Je ne comprends pas cette discrimination qui me choque car l'école Diagonale, bien qu'elle soit hors contrat, me permet de suivre une scolarité sérieuse tout en ayant des compétitions de très haut niveau car je vais souvent à l'international et je performe. Je vous demande donc de me laisser participer à cette échéance et de me laisser représenter les couleurs de la France afin de la faire briller et de cesser les discriminations contre le hors contrat et ses élèves. Oui, effectivement, décision tout à fait étonnante. On sera ravis d'accueillir Mathis s'il le souhaite dans l'émission pour pouvoir en parler ensemble. J'espère que ça va bouger en tout cas et que cette vidéo va lui permettre de pouvoir accéder enfin à cette compétition. Merci Mickaël. Merci. Quels enseignements tirés du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée hier? Comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen comptent aborder ce fameux second tour? On en débat tout de suite avec la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Xavier Iacovelli. Bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes sénateur La République En Marche. Alors au lendemain de ce premier tour des élections présidentielles, je veux revenir sur beaucoup évidemment de thèmes importants, notamment sur un phénomène, un fait
historique ici en France, déjà amorcé évidemment en 2017, mais pas aussi clairement, qui est la fin des partis traditionnels droite-gauche. Alors on dit droite-gauche, ça pourrait paraître étonnant, mais enfin quand même, la fin des Républicains et la fin du PS, c'est quand même du jamais vu. C'est-à-dire que Macron, Emmanuel Macron, notre président, arrive quand même à faire quelque chose absolument incroyable. Je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron qui arrive à faire ça. Je pense que c'est les Français qui avaient besoin aussi d'un changement en 2017 et qui incarnent aussi une volonté de continuité avec des attentes fortes auprès du président de la République sortant, Emmanuel Macron. Effectivement, je pense que c'est avant tout les Français. Encore une fois, il l'a répété d'ailleurs aujourd'hui en déplacement dans les Hauts-de-France. Ce n'est pas lui qui a fait en sorte que le PS et les LR soient à des scores à moins de 5. C'est bien les Français qui ont fait ce choix. Et donc, je pense qu'il faut écouter la voix et le choix des Français de placer effectivement Emmanuel Macron en tête de ce scrutin. Mais je pense qu'il faut aussi... de ce scrutin, mais attention, en tête de ce scrutin avec des partis extrêmes, donc extrême gauche, extrême droite, quand même très forts aujourd'hui. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi regarder à la fois le côté positif. On nous annonçait un taux de participation catastrophique, historiquement bas. Alors effectivement, il est bas, mais il est, on va dire, moins important que ce que les sondeurs nous prévoyaient. Donc il y a eu une forte mobilisation malgré tout des Français, et notamment il faut rappeler un peu dans quel contexte nous sommes. On sort d'une crise sanitaire importante, nous sommes en pleine crise internationale et nous avons aussi les 3 derniers scrutins, à la fois les municipales, départementales et régionales, où je vous rappelle qu'on avait un taux de participation qui était catastrophique. Et il y a eu les gilets jaunes aussi. Les gilets jaunes, et on se demandait si ce n'est pas conjoncturel sur les Français qui ne voulaient plus se rendre aux urnes. Là, on a vu quand même qu'il y a une forte mobilisation pour le scrutin présidentiel de la part des Français, même s'il est moins important que ce qu'on aurait espéré et ce qui était en 2017. Vous pensez qu'il sera plus important au second tour ? Écoutez, ça va dépendre de la dynamique que nous allons réussir à insuffler dans ce second tour. Le président de la République a décidé effectivement d'être au contact des Français pendant ces 15 jours, tous les jours, dès aujourd'hui d'ailleurs. Dès ce matin, il a décidé de reprendre le terrain. Je pense que c'était important. Nous, en tant que soutien du président de la République, nous étions effectivement sur le terrain depuis le mois de septembre pour porter le bilan, pour défendre avec fierté ce bilan. Et moi, pour avoir été dans une autre majorité précédemment, je peux vous dire que c'est agréable aussi de refaire campagne pour un président sortant en assumant avec fierté ce bilan. Et un autre point positif et historique, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un président sortant est en capacité de regagner cette élection hors période de cohabitation. Les Français ont décidé de le mettre en tête du premier tour et potentiellement, effectivement, de réélire le président de la République sortant. C'est la première fois hors période de cohabitation. Alors potentiellement, vous le dites et vous le soulignez, et puis je disais tout à l'heure, donc un centre fort, on peut dire que c'est un centre, clairement, la République en marche, et avec 2 partis extrêmes très forts. Le parti représenté par Jean-Luc Mélenchon, à gauche, très à gauche, et le parti représenté par Marine Le Pen, à droite, le Rassemblement national. Est-ce que déjà, on peut dire que Marine Le Pen est d'extrême droite ou de droite finalement, puisque Éric Zemmour a fait naître quand même une vague encore plus extrême à droite? Mais moi, je pense que les théories du Front National, de Marine Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen, c'est les mêmes. C'est juste qu'il n'y a pas de différence, elle n'a pas changé. Il y a juste le visage qui a changé. Mais les thèses du repli sur soi, de sortir de l'Europe, de préférence nationale, ce sont des thèmes qui sont écrits noir sur blanc sur son programme. Donc en fait, effectivement, le programme d'Éric Zemmour a accentué, on va dire, ce repli sur soi, mais n'a pas effacé ce qu'est réellement le Front National de Marine Le Pen et de la famille Le Pen, c'est-à-dire, encore une fois, l'extrême droite française, qui effectivement a réussi peut-être à capter et à faire en sorte d'avoir un peu plus de Français qui pensent à qui croient à ces mensonges. Mais je pense que notre rôle aussi de responsable politique, c'est de dénoncer en fait ces mensonges et de faire comprendre aussi aux électeurs de Marine Le Pen du premier tour et de tous les électeurs en fait du premier tour que si nous votons Marine Le Pen pour le second tour, la France ira dans le mur. Et alors vous parlez de repli sur soi, effectivement, c'est aussi ce qui est vraiment très avancé de la part du parti Reconquête d'Éric Zemmour, mais le côté Marine Le Pen, certains disent que maintenant, finalement, elle représente la droite française. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Non, la droite française, elle n'est pas représentée. Elle se distingue d'Éric Zemmour quand même s'il a appelé, lui, à voter pour elle aujourd'hui. Regardez qui a appelé à voter Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan,
qu'il l'avait déjà fait d'ailleurs en 2017, et Éric Zemmour. Donc quand le président de la République parlait du tandem Le Pen-Zemmour, on le savait très bien que le soir du premier tour, il y aurait une alliance entre les deux. Ajouter cela, effectivement, à Nicolas Dupont-Aignan. Donc on voit bien que l'extrême droite s'est unie au second tour. Et moi, ce que j'appelle, j'appelle à la responsabilité de tout le peuple de gauche qui aussi s'est déplacé à la fois pour Yannick Jadot, pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Anne Hidalgo. Et j'appelle aussi, je remercie et je salue la responsabilité de ces 3 responsables politiques qui ont clairement appelé à faire barrage à l'extrême droite et à voter pour le président de la République. Jean-Luc Mélenchon, pas complètement. Il a appelé à ne pas voter Marine Le Pen. Écoutez, quand on à la différence, pardon, de Valérie Pécresse et de Yannick Jadot. Mais quand moi j'ai écouté aussi attentivement Jean-Luc Mélenchon, et quand il répète à 5 reprises que pas une seule voix ne doit aller à Marine Le Pen, je pense qu'il est très clair dans son respect des valeurs républicaines. On n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets, mais on peut se rejoindre sur l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs de la République et le vivre ensemble qui est propre au parti républicain. Ça peut faire monter les votes blancs, ça ? Les votes blancs, bien sûr. Historiquement, il y a toujours eu des votes blancs importants au second tour, puisque ceux qui n'ont plus leur candidat au second tour peuvent effectivement se réfugier dans le vote blanc. Moi, j'appelle à la responsabilité. On est dans un moment historique. La droite, l'extrême droite, est aux portes du pouvoir. Et donc, il faut effectivement, pas seulement sur les postures, parce que c'est l'extrême droite, mais aussi parce que sur le fond des propositions et sur le programme présidentiel de Marine Le Pen, c'est une aggravation aujourd'hui des déficits, c'est une aggravation des inégalités et c'est dangereux pour notre pays, y compris dans notre vision internationale de notre pays. Alors, on parlait de la droite extrême. Parlons de la gauche par rapport justement au soutien sur le second tour pour Emmanuel Macron. On parle de Jean-Luc Mélenchon et de tous ceux qui constituent la gauche, Nathalie Arthaud et les autres. Est-ce que vous pensez que les voix vont vraiment se porter vers Emmanuel Macron, puisque les détracteurs disent que ce n'est pas un candidat de gauche, il n'est pas marqué à gauche, Emmanuel Macron, et qu'il n'a pas... On parle de non-justice sociale, voilà les termes employés. Écoutez, moi je viens de la gauche. Et comme la très grande partie des sociodémocrates qui, depuis 2017, ont fait leur chemin vers Emmanuel Macron, nous estimons effectivement que le programme et le bilan d'Emmanuel Macron, c'est un bilan modéré. En tant que social-démocrate, effectivement, on est attaché au compromis, à l'intérêt aussi du pays. Et donc, lorsque nous dédoublons, et un sujet qui doit vous être cher sur cette chaîne, mais quand nous dédoublons les classes de CP, en zone prioritaire. Ça, c'est une mesure de justice sociale. Lorsque nous mettons les repas à 1 euro dans les universités pour les boursiers et pendant la crise pour l'ensemble des étudiants, ça, c'est une mesure de justice sociale. Lorsque nous mettons également les petits déjeuners gratuits pour tous les enfants dans des quartiers difficiles, et notamment parce que nous pensons que pour bien apprendre, il faut avoir le ventre plein. Oui. Et donc, on voit que dans un certain nombre de familles modestes, c'est compliqué. Ça, c'est une mesure de justice sociale. Et pourquoi avoir baissé les APL ? Mais alors déjà, en termes d'éducation, ce n'est pas forcément lié. Le président de la République, d'ailleurs, a jugé que c'était une erreur d'avoir fait ça en début de quinquennat. Par exemple, le prochain quinquennat, s'il est réélu, on va revoir cette question des APL. Mais vous savez, quand il propose une mesure qui est pour moi une mesure que la gauche n'a jamais réussi à faire et pourtant que nous le demandons depuis un certain nombre d'années. Moi, depuis que je suis élu sénateur, j'ai fait des amendements quasiment tous les ans qui ont été déclarés article 40 de la Constitution, donc inconstitutionnels. Oui. C'est l'automatisation des minima sociaux. C'est-à-dire que automatiquement, les aides sociales seraient versées à ceux qui en ont le droit. On estime à quasiment 25% le nombre de Français qui ont droit aux aides sociales et qui ne les demandent jamais parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Et donc ça, c'est une vraie mesure de gauche, une vraie mesure de justice sociale, et ça, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Et en plus, on est crédible quand on propose cette mesure, puisqu'on a fait l'automatisation des impôts, les impôts à la source, et donc là, on fait la solidarité à la source, c'est la continuité de la lutte contre la pauvreté et du soutien aux plus modestes. Alors, je le disais, on va revenir sur les inégalités sociales, évidemment, mais je voudrais juste revenir sur cette idée, en fait, de défragmentation des partis politiques classiques qu'on a connus en France depuis un siècle, et de se retrouver tout d'un coup avec, effectivement,
les Républicains, Valérie Pécresse en dessous des 5%. C'est aussi un séisme pour vous qui êtes engagé politiquement. Je parle là de vous, de votre sens de la chose publique. En tant qu'homme politique, de voir tout d'un coup cette situation arriver. Comment est-ce possible ? Écoutez, je pense que... Moi, je regrette déjà que les grands partis, qui étaient le Parti républicain et le Parti socialiste, aujourd'hui n'arrivent plus à imprimer. Je pense que le Parti socialiste, ça a été un manque de travail pendant 5 ans, un manque de travail de fond et parfois des postures que moi j'ai regrettées et ce qui m'a poussé aussi à quitter le Parti socialiste. C'est quoi, c'est le manque de figure réelle, de représentation au-delà de la figure. Non, je pense que c'est sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois avoir été en soutien du président Hollande pendant 5 ans et dénoncer un certain nombre de mesures dont on a rêvé de mettre en place sous le quinquennat Hollande et que nous avons mis en place sous le gouvernement et la présidence d'Emmanuel Macron. Et donc ça s'appelle de la posture. Et ça, au bout d'un moment, les Français le voient bien. Oui. Et pareil pour les LR, je pense qu'il y a eu un grand écart qui s'est fait entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Valérie Pécresse a défendu un projet dont elle ne croyait pas elle-même le fondement. Vous pensez qu'elle n'y croyait pas ? Je pense sincèrement que Valérie Pécresse est une femme de droite, républicaine, une femme chiracienne, modérée, oui. Et donc elle a été prise un peu en tenaille par notamment des Éric Ciotti qui se rapprochait beaucoup plus d'Éric Zemmour sur il a d'ailleurs apporté son soutien à Éric Zemmour là. Elle a apporté son soutien à Éric Zemmour et il a surtout dit qu'il ne voterait pas Emmanuel Macron pour le second tour. Donc ce qui prouve bien qu'il soutiendra certainement Marine Le Pen, ce que sincèrement je regrette et ce qui prouve bien. Pardon, j'ai dit Éric Zemmour. Non, mais Marine Le Pen, pardon. Ce grand écart effectivement des Républicains, cette ligne politique qui n'était plus assumée, cette ligne républicaine, et donc en fait une copie d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen qui forcément ne fonctionne plus. Alors, quels sont les électeurs pour vous qui feraient le lien vers Marine Le Pen au second tour ? En dehors, effectivement, de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire ceux qui suivent la ligne d'Éric Ciotti et la ligne d'Éric Zemmour. Quel est le clan chez Mélenchon, chez Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait aller vers, puisque ce sont des votes populistes dans les deux cas? Moi, je n'ai pas envie de croire et de penser qu'une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon puisse se réfugier dans un vote contestataire ou dans un vote même d'adhésion. Pourquoi ? C'est un peu l'ADN quand même, la contestation. Oui, mais je pense sincèrement que quand on est de gauche, quand on se revendique de gauche et qu'on a soutenu Jean-Luc... gauche en l'occurrence. Oui, mais je pense qu'il y a eu aussi un vote utile à gauche. L'effondrement de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo prouve bien que dans les derniers moments, il y a eu un vote utile à gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Cette gauche, certes, plus radicale et moins de gouvernement que celle qui est présente, notamment avec Territoire de Progrès, au sein de la majorité présidentielle, mais c'était une gauche quand même qui avait l'habitude de voter socialiste ou écologiste et donc qui voulait exercer les responsabilités. Moi, je pense que cette gauche-là, la gauche qui a aussi voté Jean-Luc Mélenchon, elle ne peut pas voter l'extrême droite. Parce que foncièrement, ce ne sont pas des valeurs que la gauche peut défendre. Et d'ailleurs, quand Jean-Luc Mélenchon ou même Clémentine Autain, que j'ai entendu hier sur d'autres plateaux, disent que les valeurs défendues par Marine Le Pen ne sont pas compatibles avec le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, j'ai beaucoup de reproches à faire sur le programme et on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais on peut reconnaître avec Jean-Luc Mélenchon, on peut reconnaître quand même son attachement aux valeurs de la République et je pense qu'il a réussi à insuffler ça dans sa campagne et je pense que c'est pour ça que c'est incompatible avec aujourd'hui un vote pour Marine Le Pen. Mais vous pensez quand même que certains iront du clan de Mélenchon vers Le Pen ? Vous savez, personne n'est propriétaire de ses voix et les électeurs feront en leur âme et conscience le choix au second tour. Moi, je ne peux qu'appeler à la responsabilité et voter pour l'intérêt du pays. Alors, à chaque élection se joue l'éternelle rengaine, malheureusement, parce que tous, on le dit à chaque fois, mais c'est une réalité, de la déception. On se dit, oui, il avait promis, mais il n'a pas fait. C'est systématique, ça revient continuellement. Nous, on le voit en tant que journaliste, vous le voyez, vous, j'imagine, au quotidien, en tant qu'homme politique, dans les villages, dans les rues, dans les supermarchés, sur les marchés, à droite à gauche. Pourquoi on vote toujours contre en France ? C'est quoi cette logique permanente du vote contre ? Vous allez me dire, non, ils ont voté pour. Non, je sais pas. Pour notre président. Je pense qu'il y a une partie quand même de l'électorat qui vote pour, et heureusement.
Heureusement que des Français... La proportion est laquelle? Si vous les avez, vous pouvez me le donner. Moi, je ne les ai pas et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui qu'il y ait vraiment de sondage et d'intention là-dessus. Donc, c'est des supputations. Et effectivement, on peut penser qu'une partie vote contre, mais le premier tour, c'est justement généralement un vote d'adhésion. C'est un vote d'adhésion au premier tour et au deuxième tour, c'est un vote de raison. Et donc, je pense que les résultats du premier tour ont montré qu'il y avait adhésion sur un certain nombre de programmes, de projets et de visions pour la France. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir malgré tout, malgré ces côtés négatifs en tout cas qui ont été soulevés, on peut se réjouir que le président de la République puisse avoir une forte adhésion. Je rappelle quand même que c'est le premier président de la République qui à la fois élargit sa majorité en cours de quinquennat et fait mieux qu'en 2017. C'est 4 points, plus de 4 points supplémentaires par rapport à 2017. Donc il n'y a pas qu'un vote contre en votant Emmanuel Macron. J'imagine. En revanche, vous le dites, effectivement, c'est un vote d'adhésion. Donc le premier tour, si c'est un vote d'adhésion, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui adhèrent à la candidate qui est en face de notre président, donc à Marine Le Pen. Et est-ce que, du coup, Emmanuel Macron va devoir aller vers les thèmes chers à Marine Le Pen, comme celui, par exemple, de la sécurité, de l'islamisme, des religions en France, de l'immigration, pour pouvoir justement bien faire ses preuves ou en tout cas faire la différence pour le second tour. Mais je pense que la question de l'immigration, la question de la sécurité, il faut aussi regarder notre bilan. Je pense que le bilan parle aussi pour nous. Lorsque, sous ce gouvernement, on met 3,5 milliards supplémentaires pour la question de la sécurité, lorsqu'on double les effectifs des renseignements généraux, justement, pour nous permettre de lutter contre l'islamisme radical, lorsqu'on met 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pour mettre plus de bleus dans la rue... Parce que vous regrettiez, effectivement, qu'il y ait beaucoup moins de bleus, justement. Mais justement, on a aussi hérité d'une situation où des forces de police... lorsque Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités, il y avait des milliers d'heures supplémentaires non rémunérées pour nos forces de police. Nous avons intégralement payé ces heures supplémentaires. Nous avons renouvelé un tiers des véhicules parce que ce qui se passait, c'est que la police était appelée, mais ils ne pouvaient pas se déplacer sur les lieux parce que les véhicules étaient en panne, parce que trop vétustes. Donc ça, on a renouvelé aussi un tiers des véhicules. On a un bilan aujourd'hui. Bien sûr qu'il reste encore énormément à faire et c'est pour ça que le président de la République, sur les questions de sécurité, s'est engagé notamment à enlever la paperasserie qui était lourde pour nos agents des forces de l'ordre pour faire en sorte d'être plus sur le terrain et de doubler la présence sur le terrain de nos forces de l'ordre tout en continuant à recruter plus de sécurité pour les Français et notamment la lutte contre les trafics de drogue, les points de deal. On a eu une diminution de 30% des points de deal sous ce quinquennat parce qu'il y a eu effectivement un matraquage sur ces points de deal, sur ces dealers, avec ces quartiers de reconquête républicaine, mettre plus de policiers et plus de démantèlement dans des points de deal. Ça, c'est du concret, c'est sur quoi les Français peuvent nous juger parce que nous avons ce bilan. La laïcité aussi, qui est un autre thème très cher, qui est défendu des deux côtés, aussi bien du côté d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Comment vous allez vous différencier ? Mais je pense que le président de la République l'a dit clairement hier. Nous luttons contre le séparatisme islamiste. Nous avons fait cette loi, notamment la loi qui suivait l'assassinat de Samuel Paty, qui a bouleversé la France et qui a choqué profondément les Français. Et donc, il y a eu cette loi pour lutter contre le séparatisme qui nous a permis également de fermer un certain nombre de lieux de culte radicalisés, mais toujours dans le respect de la laïcité. Et la laïcité, contrairement à ce que défend Marine Le Pen, ce n'est pas interdire les juifs ou les musulmans de pouvoir manger selon les coutumes et les rites défendus par leur texte. Donc le respect de la laïcité, c'est faire en sorte que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas puissent être respectés dans la République et surtout dans le respect de la loi. Et donc ça, c'est ce que nous réaffirmons avec le président de la République, lutter contre le séparatisme, lutter contre le radicalisme, mais toujours dans le respect de la laïcité. Vous parliez aussi d'inégalité sociale, et je sais que vous êtes très engagé pour la protection de l'enfance. Emmanuel Macron, d'ailleurs, en fait une des grandes causes de son second quinquennat, s'il est réélu. Il a même annoncé, évidemment, une nouvelle réforme lors de son meeting à la Défense début avril. Certains ont été très critiques sur le bilan d'Emmanuel Macron pendant ces 5 ans. De toute façon, il y en aura toujours des critiques, c'est le principe d'un président
président de C'est le la principe d'une République, démocratie, d'une donc on va pas s'en plaindre. aussi, voilà. Mais j'aimerais votre position justement par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Je sais que vous avez été très impliqué, vous êtes battu même presque avec les vôtres, si je peux dire, avec le Sénat. Quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce que va proposer donc Emmanuel Macron pour la suite? Déjà, je voulais relever que c'est la première fois qu'on a un président de la République qui dit publiquement, à la fois devant le Congrès des maires de France, à la fois devant les acteurs de la solidarité et à la fois dans un meeting des élections présidentielles, qui s'empare d'un sujet qui n'était évoqué par personne avant. Oui. Pourquoi? Parce que l'aide sociale à l'enfance, ce sont des enfants, donc ça ne vote pas, et souvent, ce sont des familles à qui on a pris les enfants pour les placer, qui sont dans des situations... Dans des foyers, dans des foyers et qui ne votent pas. Et donc, si vous voulez, en termes électoraux, ça ne rapporte pas une voix. Et malgré tout, on a un président de la République qui a un volontarisme inédit sur cette question, et ça, je pense que c'est important de le soulever. Après, il souhaite faire de ce deuxième quinquennat, si les Français lui font confiance, la question de la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre les violences faites aux enfants, la grande cause du quinquennat, et ça, je pense que c'est vraiment très important. Ça passe par, effectivement, la lutte aussi contre les dysfonctionnements qu'il peut avoir dans nos institutions. Parce qu'on l'a vu, et notamment avec le gouvernement sortant, nous avons voté une loi pour interdire les placements hôteliers d'un certain nombre d'enfants des enfants qui étaient placés par les départements dans des hôtels sans encadrement. Oui, livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes, alors qu'ils avaient entre 14 et 18 ans. Donc ça, c'est un scandale qui a été dénoncé. J'en faisais effectivement partie, mais avec le gouvernement et le président de la République, et nous avons mis fin à cet hébergement hôtelier, et ça, c'est une grande première. Il y a aussi un engagement du président de la République qui a fait voter au mois de janvier dernier un accompagnement, une obligation pour les départements d'accompagner les enfants, de proposer des accompagnements jusqu'à 21 ans, ce qui n'était pas le cas, puisque à 18 ans, on voyait des gamins de l'ASE qui étaient jetés à la rue, souvent par un certain nombre de départements. Donc ça, il y a des vraies mesures qui ont été mises en place sur le bilan, et une volonté d'agir encore plus loin, notamment contre l'inceste, contre le harcèlement et contre toutes les violences qui sont faites aux enfants. Oui, et pour la protection de l'enfance de manière générale et pour l'école. Alors je vous propose, parce que évidemment le temps presse, que vous reveniez sur le plateau du Grand JT de l'Éducation pour parler plus amplement justement de l'école et ce sujet qui vous touche. Je vous sais engagé, et donc merci beaucoup d'avoir été avec nous au lendemain de ce premier tour. Peut-être qu'on se voit d'ici là, avant le second, pour refaire un point. Et merci beaucoup et pour parler d'éducation. Merci Xavier Iacovelli d'avoir été avec nous. Vous êtes sénateur de La République En Marche, je le rappelle. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du Grand JT. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes en présence de Cédric Page. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'école IFEA. L'école IFEA qui prône la bienveillance et le bien-être des enfants à l'école. Mais alors ça devrait être partout pareil, ça. Ouais. C'est pas le rôle de l'école, ça. Ça devrait, mais voilà, je trouvais... Bon, vous savez que j'ai été pendant 15 ans professeur dans l'éducation nationale du collège. Où ça ? Alors, à Marseille, j'ai démarré dans les quartiers nord, des quartiers très difficiles de Marseille, au collège. Professeur de mathématiques. Ah oui. J'ai une agrégation de mathématiques. Voilà. Très vous voyez que rien à voir, a priori, avec cette nouvelle aventure dans l'éducation. En tout cas, il y a un petit lien quand même. Un petit lien, mais c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu atypique où j'ai enseigné dans des quartiers difficiles, au collège, au lycée, puis à l'université. Et puis ensuite, j'ai bifurqué dans le secteur privé, j'ai créé une start-up, j'ai été cadre dirigeant d'une multinationale. Et puis, il y a à peu près 4-5 ans, j'ai décidé de revenir dans l'éducation parce que, justement, je ne retrouvais pas cette notion de bienveillance et d'exigence. Avec vos propres enfants ? Avec, évidemment, mes propres enfants, mais aussi... C'est ça qui était l'élément déclencheur, pardon ? C'était celui-là. Et puis, quand j'étais professeur, alors il y a de ça déjà 15 ans, mais... Je voulais aider plus d'élèves et je n'y arrivais pas. J'avais des classes très chargées, dans des classes très difficiles. Donc là aussi, c'était un élément déclencheur. Vous pensiez qu'à l'époque, donc à Marseille, quand vous étiez prof de maths, le souci était plus
plus la bienveillance des autres professeurs à l'égard des enfants, ou c'est un système entier qui dysfonctionne? Non, malheureusement, je crois que c'est un système. Je ne veux surtout pas jeter la pierre aux professeurs qui font ce qu'ils peuvent dans des conditions extrêmement compliquées. Je crois que voilà, on est en période de campagne électorale aujourd'hui. Je suis très déçu par cette campagne qui finalement ne met pas l'éducation au cœur. Pourtant, ils en ont tous parlé. Hein. Ils en ont parlé, mais par quel biais? Souvent par le petit bout de la lorgnette avec la rémunération des professeurs, qui est un vrai sujet, bien sûr, mais qui n'est pas le sujet central. Aujourd'hui, de mon point de vue, nous vivons un déclassement en tant que Français, en tant qu'Européens, et je pense que la seule vraie voie pour aller à l'encontre de cela, c'est l'éducation. C'est une éducation de qualité pour nos enfants, pour qu'ils puissent s'épanouir dans le monde du XXIe siècle, qu'ils contribueront à bâtir. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Vous mettre en avant, par exemple, renforcer le français et les maths, ça ne suffit pas? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi l'idée? Je pense qu'il faut d'abord se poser... Si vous vous présentez, Cédric Page, futur candidat à l'élection. Je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, je pense qu'il faut se poser avant tout une question de fond, c'est quelle est la mission de l'école? Et pour dire vrai, beaucoup proposent des choses, mais personne revient un petit peu à la question centrale, c'est quelle est la mission de l'école? Alors je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule réponse, et on peut avoir différents avis là-dessus. En tout cas, chez IFEA, nous, on a un parti pris qui est très clair, c'est se dire il faut que nos futurs adultes, nos élèves, soient armés pour pouvoir vivre dans un monde du XXIe siècle. Et ils vont avoir des enjeux incroyables en face d'eux, des enjeux environnementaux, sociétaux, sanitaires. Et ils doivent être armés, avoir un bagage solide pour pouvoir faire face à ces enjeux-là. Et donc, quand on se dit ça, finalement, ça veut dire quoi? Et oui, donc avec quelles armes, du coup? Quelles armes sont à disposition de ces élèves, de ces enfants, pour pouvoir grandir de manière stable? IFEA, je rappelle, c'est à Clichy, c'est ça? Alors, notre première école, puisque c'est un nouveau modèle éducatif, ouais. C'est ça notre ambition. Et donc, l'école pilote est à Clichy-la-Garenne, dans le 92. Et l'ambition, c'est de dupliquer ce modèle qui fonctionne très bien, puisqu'aujourd'hui, il y a 150 élèves, du CP jusqu'à la 3e. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un cursus du CP jusqu'à la terminale, et donc de multiplier ce modèle. D'accord. Donc les armes en question, alors racontez-nous. Quel enseignement vous proposez? Quelle est la pédagogie que vous mettez en avant? Alors nous, on se concentre sur deux thèmes. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'on suit globalement le programme d'éducation nationale, puisqu'on s'inscrit dans le système éducatif français, et donc on va suivre dans les grandes lignes le programme d'éducation nationale. Vous êtes une école privée sous contrat? On est hors contrat. Hors contrat. Ce qui nous permet d'avoir quelques latitudes pour pouvoir adapter le programme. Donc la première chose, c'est l'ouverture sur le monde. Le 21e siècle, c'est forcément l'ouverture sur le monde, c'est être capable de communiquer. Quoi qu'on en dise, le 21e siècle, on vit dans un monde globalisé. Et donc évidemment, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vivre dans un monde globalisé, il faut être bilingue français-anglais. Donc nos écoles sont des écoles qui, à partir du CP, introduisent l'anglais, à raison d'1 à 2 heures par jour au CP. Et à partir du CE1, les enfants ont la moitié du temps en langue française et la moitié du temps en langue anglaise. Ça veut dire que les cours principaux, à savoir donc l'histoire par exemple, est enseigné en anglais? Alors ça va dépendre du duo de professeurs. Il y a un professeur anglophone et un professeur francophone. Oui. Bon, on comprend bien que le français est fait avec le professeur francophone et l'anglais avec le professeur anglophone. C'est pas inversé du coup? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand on dit l'anglais, on parle bien de l'anglais lu, écrit, parlé, comme s'ils étaient dans un pays anglophone. Les mathématiques sont faites dans les deux langues. Et ensuite, en fonction du duo de professeurs, ils se partagent les arts, la géographie, l'histoire, les sciences. Donc ça, c'est la première chose, vraiment cet anglais qui est complètement bilingue, donc à partir du CE1 jusqu'à la 3e. Ensuite, on continue, si vous voulez, cette ouverture sur le monde en introduisant dès le CM1, 1 heure de mandarin et 1 heure d'espagnol pour tous les enfants. Et alors là, on est plus dans la découverte de la culture, dans les premiers signes, le premier vocabulaire. Mais... Vous avez choisi ces deux langues parce que c'est la pluralité, c'est-à-dire c'est le plus grand nombre, parce que quoi? Parce que de notre point de vue, dans le XXIe siècle, le français, anglais, espagnol et mandarin nous permettent probablement d'être très armés pour le monde, dans le monde du XXIe siècle. En Amérique du Sud, effectivement, en Chine, en Espagne, ailleurs. D'accord. Et donc ça, c'est pour la partie ouverture sur le monde. Alors je passe évidemment sur le fait que encore une fois, on encourage la multiculturalité, etc. Donc ça, c'est vraiment l'ouverture sur le monde. Et ensuite, on a les sciences. Le monde du XXIe siècle, c'est un monde complexe. Je pense qu'il n'a jamais été aussi complexe. Je pense que le 20e aussi, pour tous ceux qui étaient au 19e, de voir l'arrivée, tous ces changements, ça peut être aussi quand même... C'est vrai, mais j'ai l'impression que particulièrement dans cette période, il y a un tourbillon énorme de révolutions technologiques qui font que
Voilà. Qui peuvent être très positifs pour justement l'apprentissage. Évidemment. Et donc vous les mettez en avant à l'IFEA ? Évidemment, nous, dès le CP, on a un vrai cursus scientifique, et donc aussi bien les sciences du vivant, la physique, la chimie, que les sciences numériques et technologiques. C'est-à-dire que dès le CP, les élèves manipulent, font des expériences, apprennent la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à observer, à tirer une conclusion, émettre une hypothèse, valider ou invalider cette hypothèse, etc. Ils vont apprendre à programmer dès le CP, d'abord sans écran, avec, vous savez, ils sont le petit chaperon rouge qui doivent aller dans une maison et ils doivent éviter le loup, éviter le puits, donc créer un passage avec le loup qui peut bouger, etc. Donc ça commence déjà sans écran et puis très très rapidement, ils vont utiliser des logiciels, Scratch, des langages sur des tablettes, des ordinateurs, et puis dès le CM1, CM2, ils sont déjà sur Python. Et puis aujourd'hui, nos élèves en fin de troisième ont déjà largement fait le programme du lycée en sciences numériques, parce qu'encore une fois, ils apprennent extrêmement vite, ils sont extrêmement intéressés, et ça permet évidemment de développer des compétences logico-mathématiques, parce que l'objectif, c'est pas d'en faire tous des codeurs, mais encore une fois, de développer des choses. Vous savez, en tant qu'ancien prof de maths, je peux vous le dire, en CM1, nos élèves manipulent des concepts mathématiques, les concepts de fonctions, qui sont envisagés uniquement en troisième ou au lycée. Et pourtant, ils les maîtrisent très bien, évidemment, sans ces concepts mathématiques, sans les nommer, mais parce que quand ils programment, ils s'amusent, c'est très ludique. Et au passage, aussi bien les garçons que les filles, ce qui est quand même très important à notre époque. Quel est le profil des élèves qui sont inscrits chez IFEA ? À quel moment les parents, finalement, décident de sortir leurs enfants d'un cursus plus classique, plus traditionnel pour les inscrire chez vous ? Alors, on a des profils d'enfants très hétérogènes, et c'est une volonté. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une sélection académique d'enfants qui réussiraient déjà excellemment bien. Finalement, quelle est la valeur ajoutée de notre école si c'est ça les seuls enfants que nous accueillons ? Donc, on accueille des enfants... je dirais, qui avancent vite, qui sont très doués à l'école, et d'autres qui ont des troubles de l'apprentissage, voire des enfants qui peuvent avoir des phobies scolaires. Et les motivations des parents, pour certains, parce qu'ils sentent que leurs enfants, même s'ils ont des résultats qui sont honorables, voire brillants, sont malheureux à l'école. On a beaucoup d'enfants, vous savez, ces enfants qu'on met souvent sous l'étiquette haut potentiel, qui peut-être s'ennuient dans une école un peu traditionnelle, et qui, chez nous, trouvent enfin le goût d'apprendre, qui sont nourris. Donc ça fait partie aussi de pas mal des motivations des parents. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de parents qui ont bien conscience que aujourd'hui, l'éducation qui est faite, notamment en anglais, est complètement insuffisante et pas forcément corrélée aux besoins du XXIe siècle. Et donc, ils viennent aussi dans notre école parce qu'ils ont envie que leurs enfants, je dirais, développent ces compétences. Ce sera ma dernière question, puisque le temps presse. Mais où vont les enfants qui sortent de votre collège, puisque ça fini en troisième ? Alors, ils vont vraiment dans des lycées très très divers, des lycées internationaux, des lycées privés classiques, ils reviennent dans les lycées publics, donc vraiment, ils vont dans des lycées très divers en fonction de leur profil. Vous savez qu'en France, finalement, en fonction du profil, on va plutôt préférer un lycée plutôt qu'un autre, et donc, évidemment, on les aide dans cette orientation-là. Écoutez, Cédric Page, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes le président, c'est ça, hein, le fondateur ? Je suis le fondateur. Le fondateur de IFEA, qui est donc un établissement qui nous donne les clés pour l'épanouissement de l'enfant à l'école, une école bilingue qui est située à Clichy-la-Garenne. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. C'est l'heure de remonter le temps aujourd'hui grâce à la chronique de Loïc Landreau qui nous retrouve tout de suite en plateau. Alors, cher Loïc, on va apprendre plein de choses avec vous comme chaque lundi. Aujourd'hui, on va parler du jour de repos hebdomadaire qui était avant non pas le mercredi pour les enfants, mais le jeudi. Exactement. Et vous savez ce qui m'a donné envie de vous en parler ? C'est que ce week-end, pour la 1560e fois, j'ai regardé Le château de ma mère. Vous savez, avec le Pagnol. Marcel Pagnol. Exactement. Et il y a une scène dans laquelle le jeune Marcel Pagnol doit se lever le matin un jeudi et il dit à son père, vous savez, qui est instituteur, mais même papa, il se lève pas le jeudi. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre ça. Donc je suis allé faire des recherches et je me suis rendu compte, figurez-vous, qu'effectivement, ce jour de repos pour les enfants du mercredi, ça date de pas si longtemps, c'est 1972. Voilà, mais ça vient d'où alors ? Alors, déjà, il faut savoir que jusqu'en 1882, les enfants travaillaient 6 jours sur 7. Vous vous rendez compte ? 6 jours sur 7. Mais autant de temps dans la journée ? Et oui.
quasiment 8 heures par jour, 6 jours sur 7. C'est incroyable. Il n'y avait que le dimanche où ils pouvaient se reposer, et encore, si leurs parents n'étaient pas agriculteurs ou commerçants, et là forcément, il fallait aller leur filer un petit coup de main. Et à cette époque, il faut également se rappeler que la France est encore très majoritairement chrétienne et que l'enseignement religieux est indissociable de l'école. Mais ça va changer. Ça va changer, oui. Parce qu'en 1882, eh bien, l'école devient officiellement gratuite, obligatoire et laïque. Laïque, et oui, plus question de religion dans les programmes scolaires. Alors vous imaginez bien que l'Église, elle a fait un petit peu grise mine, les familles chrétiennes aussi, évidemment, parce qu'elles étaient très nombreuses encore, et puis surtout très attachées à l'enseignement de la foi à l'école. Du coup, en échange, le gouvernement, il leur dit... Je vous donne le jeudi, comme ça vous pouvez mettre vos enfants au caté, ce qu'on n'appelait pas encore ça le caté, mais enfin c'est pareil, l'enseignement de la foi. Tout ce qui touche à la religion était donc appris le jeudi, et puis ceux qui voulaient pas y aller, ils avaient un jour chômé, tout simplement. Et pourquoi le jeudi en particulier ? En fait c'est presque mathématique, je dirais, puisque du lundi au samedi, entre les deux... Enfin, ce qu'il y a le plus entre les deux, c'est le jeudi. Voilà, c'est tout simple. Et ça va durer comme ça jusqu'en 1969. Parce que cette année-là, je chantais pour la première fois. Oui, c'est une petite imitation de Claude François. Mais je vous en ferai une plus longue à un moment donné. Mais donc, à la rentrée 1969... Disait-il. Ils disent tout ça. Oui, on connaît. Je chantais pour la première... Bon, on continue, oui. Bon, Georges Pompidou, 1969, et son ministre de l'Éducation, qui s'appelle Olivier Guichard, ils inventent le week-end, figurez-vous. Oui, ça n'existait pas, puisqu'avant, les enfants, ils travaillaient jusqu'au samedi soir. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on est en plein dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Vous savez, ce sont ces années après la Deuxième Guerre mondiale, où la croissance bat son plein, où le niveau de vie aussi monte beaucoup, et donc, les ménages ont plus d'argent. Ils vont acheter des résidences secondaires et ils commencent à râler en disant attendez, nous on achète des résidences secondaires mais on peut y aller que le samedi soir jusqu'au dimanche soir. Donc il y a tout un mouvement comme ça, un peu contestataire, en tout cas une demande des familles qui demandent en fait à pouvoir tout simplement profiter de leur week-end. Pour ceux qui en avaient les moyens en tout cas. Pour ceux qui en avaient les moyens, évidemment. Et parallèlement aussi, on se rend compte que les enfants, ils sont pas vraiment faits pour travailler du lundi matin au samedi soir. Donc du coup, on va raccourcir la durée hebdomadaire des cours à 27 heures, c'était 30 heures auparavant, et donc du coup les enfants de l'élémentaire et du primaire sont désormais libérés, délivrés le samedi après-midi. Et pour rééquilibrer, puisque le jeudi c'est très proche du samedi midi, du coup hop, on le met le mercredi, comme ça fait une césure un petit peu plus franche au milieu. Et du coup, ça a été fait en 1972, toujours par Olivier Guichard, qui prend donc un arrêté, et le mercredi devient le jour chômé. Petite info en plus, il faudra attendre 2008 pour que la classe disparaisse le samedi matin aussi. Vous savez, peut-être vous l'avez vécu, moi en tout cas oui, mais selon les communes, on bossait encore, il n'y a pas si longtemps, le samedi matin. 2008, ça c'était fini. Et 2013, nouvelle réforme de Vincent Peillon sur les rythmes scolaires avec la fameuse semaine de 4 jours et demi, où là les enfants travaillent le mercredi matin également. Paraît-il que c'est mieux selon une étude au niveau des chronobiologistes et des pédagogues, mais aujourd'hui encore, ça dépend des communes. Il y en a qui font travailler les enfants le mercredi matin, d'autres non. Moi, mon fils, il travaille le mercredi matin et c'est quand même vachement plus chouette parce que je peux faire plein de choses. Voilà. Et l'après-midi, je le mets au centre aéré. Comme ça, j'ai la journée tranquille. Très bien, c'est bien, sur une chaîne d'éducation, on est parfait. Ce message est subtil. Très bien. Et alors, je ne sais pas si ça c'était une blague, parce que probablement non, c'était une blague. C'était une improvisation. Oui, vous n'auriez pas dû. Est-ce que vous avez une blague ? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous savez comment on appelle un jeudi nul ? Une tragédie. Une tragédie. Non, mais c'est bien. On a un rythme régulier de pourritude. Non, de la tragédie. De la tragédie. Et voilà, le rythme de la tragédie. Merci. Sauf que c'est lundi. Exactement. Du coup, voilà. C'est un très lundi aujourd'hui. En tout cas, merci pour ces infos. Merci. Je ne savais pas tout ça, c'était très intéressant. Merci Loïc. Eh bien, on va continuer effectivement notre grand JT avec Malika Ménard qu'on retrouve tout de suite dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et cette semaine, je reçois Nelson Montfort.
Bonjour Malika, bonjour à vous tous. Bonjour Nelson, alors vous êtes journaliste, animateur, vous êtes la voix du patinage artistique, mais pas que. On connaît vos interviews à Roland-Garros, au bord de la piscine, les pistes d'athlétisme. Mais là, il y a surtout un livre. C'est ça? Oui, c'est exact. Justement, c'est un livre qui résume un petit peu tout ça, qui s'appelle Mémoires olympiques, qui est sorti récemment aux éditions Michel Lafon, dans lesquelles, effectivement, je retrace tous mes souvenirs. Alors, pas seulement mes souvenirs personnels, parce que je remonte à la réinstauration des Jeux modernes à Athènes 1896, et il y a même un chapitre consacré aux Jeux antiques. De peu, je n'y étais pas. Donc, on l'a vu, vous avez une carrière bien remplie. On va remonter encore avant ça, à votre enfance. Vous êtes OK? Absolument. Quel type d'élève étiez-vous? Alors je pense que je peux dire que j'étais un élève appliqué, pas nécessairement doué, en tout cas pas nécessairement doué et pas doué du tout, même dans les matières scientifiques, qui ne m'intéressaient pas beaucoup et qui ne m'intéressent toujours pas vraiment tellement aujourd'hui, pour vous dire la vérité. Mais enfin, disons que je faisais dans les matières scientifiques le minimum pour être dans la moyenne. Pour vous, c'est la moyenne? Oui, la moyenne, c'est 10 sur entre 8 et 12, quoi. 12 dans les bons jours. Et puis, en revanche, j'ai toujours été un grand passionné de littérature. Mais vraiment un grand passionné de littérature, et je pense souvent à un professeur qui m'a vraiment appris l'amour de la littérature française, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Non pas le professeur qui est décédé depuis longtemps, mais l'amour des livres. C'était quelle école? C'était où? Quelle classe? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs écoles, parce qu'il y a eu l'enfance, ensuite il y a eu l'adolescence, et ensuite il y a eu... C'est l'école primaire, c'est au collège? Alors l'école... Non, c'était plutôt ce qu'on appelait le collège, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans, que j'ai vraiment commencé à... Je me souviens, c'était extraordinaire parce que, donc c'était le professeur de français, comme vous pouvez l'imaginer, et après, il y a eu ce contact qui s'appelait Charles Stickel, je suis content de dire son nom, il était d'origine alsacienne. Et bon, après, on poursuivait. Alors vous savez ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les autres élèves vont dire « Ah ben lui c'est un faillot », et ils voient le professeur après les cours, etc. Vous faisiez ça? Et c'était pas du... Ben oui, je faisais un peu ça, mais par passion, et je dois dire que parce qu'il y a forcément un échange. Ça, c'est vraiment le faillot, par contre. Alors, mais moi, dans mon esprit, c'était pas du tout ça. D'ailleurs, je me souviens très bien, on parlait souvent d'autres auteurs que ceux qui étaient dans les cours, parce que sinon, ça aurait pu paraître que je le faisais exprès pour. Pas du tout. Et donc, c'est vrai que cet amour des lettres, on va dire, des belles lettres, a accompagné toute ma vie. Et après, vous êtes resté en contact avec ce professeur? Oui, je suis resté en contact jusqu'à son décès, tout simplement. Vous savez, je pense qu'il y a des personnes... il y a un exemple extraordinaire, c'est celui d'Albert Camus avec M. Germain, qui était son professeur lorsqu'il était tout jeune enfant à Oran, et en Algérie. Et lorsqu'Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature, la première personne à qui il a écrit, c'est cette fameuse lettre à M. Germain, qui est d'une émotion extraordinaire, elle date de 1957. Mais cette lettre, je ne vais pas me comparer ni à M. Germain, ni encore moins à Albert Camus, mais l'état d'esprit de cet amour filial, d'une certaine manière, ça, je l'ai eu avec Charles Stickel. Oui, je crois que personne ici n'a pu nous dire qu'il était resté en contact avec un de ses professeurs. Alors, je vous dis pas avec tous, mais autant avec lui, oui. Non, mais ne serait-ce qu'avec un seul. Jusqu'à sa mort, oui. Il était fier de votre parcours? Vous savez, j'ai toujours un peu hésité à parler d'ailleurs, vous me direz si je ne devrais pas être là aujourd'hui, j'ai toujours hésité un petit peu à parler de moi, je préfère parler des autres. Vous savez ça va vous faire sourire, ça. Vous savez, mon surnom dans l'audiovisuel, que m'a donné une fois notre ami commun Philippe Candeloro, que vous connaissez, Nelson Montfort, met le son moins fort. Donc, c'est ce que je savais que ça allait vous faire sourire, ça. C'est ce que je m'efforce de faire. Et d'ailleurs, dans ma fonction, que vous avez gentiment rappelé, c'est vrai que c'est plutôt, qui dit interview, c'est plutôt... Oui, mais là, c'est vous qui passez. Aller à la rencontre des autres. Aujourd'hui, c'est moi qui passe sur le grill, grill très bienveillant, mais on doit vous connaître maintenant. Exactement. Mais si on ne me connaissait que à travers l'amour des lettres et du respect de la langue française, ce qu'on me dit parfois, je ne vais pas anticiper sur d'autres questions, je ne vais pas faire trop long, mais on me dit parfois c'est formidable, tu parles plusieurs langues, etc. Mais au fond, j'ai la principale responsabilité, le principal bonheur de bien s'exprimer dans la plus belle langue qui soit pour moi, c'est-à-dire la nôtre. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Nelson Montfort, pour la suite de Souvenirs d'écoliers.
Je vous propose de lancer le zap, cher ami. Oui, alors tout de suite, c'est le zap sur School TV. En fait, je regardais, je me disais qu'à part avocate, vous avez, et peut-être que vous l'avez fait, j'en sais rien, mais bon, ça n'apparaît pas, vous avez exercé à peu près tous les métiers qui exigent une bonne maîtrise de l'oral. Oui, alors très étonnamment, moi je viens de la psychologie, j'ai fait 2 ans de psycho à Lille et je voulais être orthophoniste. Donc orthophoniste, ça reste quand même l'oral. Et oui, tout à fait. Donc je me dis que finalement, même si j'ai absolument pas fait ce métier, j'étais peut-être dédiée au fond de moi à le faire. Pourquoi vous avez renoncé d'ailleurs? Alors j'ai pas renoncé du tout. J'ai la télé qui est venue me happer, me chercher et mon destin m'a amené ailleurs. Et comme quoi, des fois dans la vie, il faut prendre des coups de fil parce que c'était un coup de fil qui m'a amené là et j'étais très contente. Donc le seul truc, c'est que je n'ai jamais repris mes études pour devenir orthophoniste. On retrouve quand même, j'imagine, trace de cette formation dans le métier que vous exercez, un des métiers depuis maintenant 6 ans, qui est celui de coach, et justement sur la prise de parole à l'oral. L'envie, elle vous est venue, je crois, d'un constat que vous avez fait en écoutant parler des jeunes, notamment dans des écoles post-bac. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ma carrière télé, j'ai eu envie de faire un petit break. Donc j'ai un peu lâché l'antenne et j'ai un ami qui était aux relations presse dans une école et qui m'a dit, écoute, viens faire des masterclass de temps en temps. Et au départ, très honnêtement, j'avais très très peur, et je vais être honnête avec vous, de m'embêter avec les étudiants, me dire, ouais, attends, comparé au plateau télé, est-ce que je vais être aussi dans la dynamique de la vie de la télé, etc. Et puis finalement, quand j'ai discuté avec ces gamins, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel souci. J'ai commencé à leur donner des petits tips, comme on dit, et puis j'ai monté une méthode au fur et à mesure. J'ai commencé à faire des remplacements dans les écoles et je me suis rendu compte que ça marchait. Et depuis 6 ans, donc, je donne des cours dans différentes écoles de communication sur Paris. Donc il y a évidemment cette idée de se dire qu'on accompagne ces jeunes, oui, pour leur formation numérique, mais aussi leur savoir-être. L'idée de les amener vers l'emploi, parce que c'est vraiment le but. Encore une fois, quand vous tissez ces ponts entre les communautés de ces enfants et le tissu économique dans lequel ils peuvent s'insérer, aujourd'hui, vous avez choisi de déployer l'initiative à Madagascar. Pourquoi vous avez arrêté ce choix, particulièrement chez les Malgaches ? Alors, on est conscient qu'il y a un besoin dans le monde entier de déployer l'action de passerelle numérique. Madagascar, c'est un pays beaucoup plus difficile. Imaginez, le Cambodge, c'est déjà un pays difficile. Madagascar, c'est un tiers du PIB du Cambodge. Donc, c'est dans le top 5 des pays les plus pauvres du monde. Et donc, en fait, on repousse encore le défi en allant chercher, cette fois-ci, des jeunes qui ont même des difficultés d'accès physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de route pour aller dans leur village, etc. Nous, on trouvait que déjà, en allant au Cambodge, le défi était grand, mais maintenant qu'on a eu le temps de se roder, on a eu le temps d'apprendre, on a eu le temps de s'améliorer, on s'est dit qu'on était prêt à un nouveau défi. On a rencontré la Fondation pour l'enfance en France qui nous a soutenus avec SOS Village d'enfants pour aller tenter cette aventure à Madagascar. Donc c'est un peu le niveau d'après, quoi. Et on voit bien justement qu'il y a passerelle numérique à pas mal d'années. C'est quoi le retour de ces jeunes qui changent totalement de vie? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ont envie de retrouver leur vie d'avant? Est-ce qu'ils ont envie d'évangéliser? Je pense que ça doit dépendre de chaque cas, mais globalement, ça se passe comment? Alors, la première année, donc ils trouvent un emploi salarié, c'est quelque chose dont ils osaient même... En fait, c'est pas qu'ils osaient pas rêver, ils savaient même pas trop que ça pouvait exister, quoi. Ils envoient en moyenne 30% de leurs revenus dans leur famille, les premières années. Donc, en fait, les 3 à 5 premières années, l'objectif, c'est de construire une maison en briques à leurs parents. Je caricature un peu, mais souvent, c'est pas une caricature, voilà, c'est factuel. Et après, ils vont pouvoir se déployer dans leur carrière et penser, du coup, bien entendu, s'installer, famille, etc. Tout en restant, en général, dans les grandes villes du pays où on les a accueillis. Je crois que ce que nous avons fait à Paris, toutes les académies l'ont fait, ou presque toutes, c'est qu'on a un numéro unique, c'est le 0800 200 146. Vous êtes directeur d'école, vous êtes chef d'établissement, vous êtes maire d'arrondissement, vous êtes un particulier, et vous passez par là, et nous, on se débrouille pour simplifier toutes les démarches, l'inscription à l'école, au collège et au lycée, mais aussi les tests, etc. Donc les tests, en effet, se font dans ce qu'on appelle le Centre académique des nouveaux arrivants et enfants du voyage, le CASNAV. Et tous les jours, ou presque, au rectorat de Paris, nous avons une vingtaine d'élèves qui ont des tests en français et en mathématiques. Comment l'emploi du temps de ces élèves est aménagé quand ils arrivent à l'école ?
Quand ils arrivent, donc ils ont des tests, ils ont eu des résultats, et ensuite ils vont rejoindre ces unités, ces UPE2A. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans ces unités, dans ces classes particulières, on a des enseignants qui ont une certification, ce qui s'appelle français langue seconde, et cette certification permet d'enseigner le français à ces élèves, mais aussi de prendre en compte les différences de niveau qui évidemment apparaissent entre élèves. Certains enfants n'ont aucune notion en français, d'autres au contraire ont appris dans leur pays ou sont francophones mais pas complètement, etc. Donc c'est tout à la fois une compétence français langue seconde et aussi une capacité à différencier. Il y a beaucoup de concours d'éloquence, il y a des émissions de télé, des docs comme à voix haute, des films, je pense au Brio, au discours. Il y avait le discours d'un roi aussi, dans un registre un peu différent, qui était très beau. C'était effectivement très beau. Vous recommandez tout ça, j'imagine. Évidemment, non, mais je recommande ça et je recommande surtout, même, il y a un jeu, alors je ne sais plus, le jeu de l'éloquence qui est sorti il n'y a pas très longtemps, un jeu de société. Alors je ne sais plus qui l'avait fait. Parfois on fait des jeux sur ce plateau, mais la dernière fois c'était Shabada, il fallait chanter des chansons. Je vous suis le truc d'ailleurs, mais bon, Amal c'était carapaté. Là je crois que ça s'appelle le jeu de l'éloquence. Il faudrait vérifier, je n'ai plus le nom de la personne qui l'a créé, mais en tous les cas, voilà, c'est des petites choses qui peuvent aider les enfants, évidemment, enfin les enfants et les plus grands d'ailleurs, à être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Mais après, moi ce que je préconise, et vous vous en doutez, c'est que Monsieur Blanquer, à un moment donné, si je peux me permettre, puisse essayer de faire en sorte... Vous pouvez parler, il y aura une caméra, regardons les yeux. Les yeux dans les yeux, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, Monsieur Blanquer. Non, réellement, c'est très très important de réintégrer l'oral dans le cursus scolaire des étudiants. Alors moi, je pense surtout aux enfants qui se trouvent en primaire et au collège, mais à partir de la primaire, ce serait formidable d'intégrer ça dans les cours. Et ça les aiderait vraiment. Avec le temps, je pense que tout simplement, comme je vous l'ai dit, avec la pratique, on aurait de très grands orateurs et ce serait formidable. On va retourner à Yaoundé avec Ariel, évidemment, parce qu'on a envie de regarder ce qui se passe du côté de KAISTI. KAISTI, c'est surtout l'acronyme de Cameroon Youth School Tech Incubator. Depuis 2015, vous multipliez les initiatives, Ariel, avec l'association WIT aussi, pour promouvoir les sciences et les technologies auprès des jeunes filles. ABC Code pour aider les 6-15 ans à coder en langue africaine, mais aussi en français. On va y revenir justement. Et puis la toute dernière initiative en date que vous portez, c'est Tech Women Factory qui a été lancée en février dernier pour former 169 femmes au codage informatique. On revient sur KAISTI d'abord. Aujourd'hui, vous revendiquez près de 29 000 enfants formés au Cameroun, 350 enseignants, plus de 8 000 responsables de l'éducation primaire dans 6 pays d'Afrique. Vous apprenez quoi exactement à ces enfants? C'est quoi la méthode KAISTI, Ariel? Ok, la méthode KAISTI, c'est une méthode qui est 6 en 1. La première partie étant découvrir, ensuite apprendre, ensuite pratiquer, ensuite créer, ensuite solutionner. Et pendant tout ça, il faut s'amuser. Donc l'idée vraiment avec la méthodologie KAISTI, c'est de rappeler d'abord aux jeunes qui sont des êtres humains, qui peuvent observer leur environnement, qui peuvent être sensibles aux fleurs, d'autres sensibles aux météorites, d'autres sensibles à l'aviation, mais qu'au fond, rien n'est bon, rien n'est mauvais, et que le numérique peut aider tout le monde en fonction de sa passion, de ses besoins, pour pouvoir accomplir un rêve ou bien pouvoir résoudre un problème. Donc, les enfants avec qui nous travaillons commencent toujours par la découverte de soi, les tests de personnalité pour savoir à quoi ils sont sensibles, pour savoir comment est-ce qu'ils répondent à tel ou tel autre élément, et surtout pour favoriser le travail en équipe. Comme ça, chacun sait que mon voisin est très sensible aux remerciements, aux félicitations. Il est moins sensible, par exemple, aux questions comme pourquoi. Donc, ça permet également à créer une dynamique de groupe où chacun comprend l'individu avec qui il travaille. Ensuite, on leur permet de découvrir des différents concepts, mais toujours avec une approche orientée une approche orientée solution de problèmes. Donc, dès qu'on découvre qui vous êtes, on vous demande ce dont vous avez besoin, ce que vous rêvez de réaliser, et puis chaque personne à la fin une sorte de formation personnalisée qui lui permet de créer une application, un robot, une page web qui adresse le besoin qu'il a identifié. Et ainsi, on arrive à stimuler l'envie, stimuler le besoin chez les enfants qui, au début, n'étaient pas du tout intéressés par le numérique, qui au début se disaient que le numérique c'est pour une catégorie de personnes. On arrive à les stimuler parce qu'ils se disent justement, j'arrive à adresser un besoin qui est dans
mon secteur qui me passionne. Donc voilà un peu l'approche que nous utilisons. Et puis nous travaillons beaucoup avec un système de mentorat et de mise en lumière de rôle modèle. Donc, on connecte les enfants à des entrepreneurs, on leur fait rencontrer des personnes qui jadis étaient comme eux, mais qui sont juste écoutés leur passion, qui sont mis au travail, qui ont été résilients et qui arrivent aujourd'hui à créer des problèmes, à créer des solutions, autant pour moi, qui satisfont des personnes autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc, vraiment, c'est une approche qui est orientée projet, orienté problem solving et surtout orienté sur la personnalité de l'individu qui doit voir le numérique comme un outil pour se révéler, pour pouvoir être productif. Antoine Destré, vous parliez de ces UPE2A, de ces unités. À partir de quel âge on peut y participer ? Alors, les UPE2A, c'est pas en maternelle, ça commence donc avec des enfants d'âge cours préparatoire, c'est-à-dire 6 ans. En maternelle, en fait, je crois qu'on a aujourd'hui une quarantaine d'enfants d'âge maternel dans nos écoles. C'est la magie du jeune enfant de l'enfant très jeune qui avec l'accompagnement des enseignants, mais aussi des personnels mairie, s'insère très très vite dans les classes maternelles et apprend très très vite la langue. Donc il n'y a pas d'UPE2A pour les tout petits. Là encore, on a cette habitude dans nos écoles, dans nos classes maternelles, d'accueillir des enfants nouvellement arrivés en France. À l'Académie de Paris, il y a combien de professeurs justement qui sont dédiés à ces unités et comment sont-ils formés ? Donc, je vous disais, il y en a 55 UPE2A en école, 80 en collège et lycée, donc ça fait 135. Formés, ils ont une certification, ils suivent une formation, puis à l'issue de cette formation, ils ont leur certification. Vous dire aussi, on a encore de la place, nous à Paris, on a à peu près 470 places encore dans notre UPE2A. Si d'aventure on était confronté à une augmentation, au point que ça ne suffise pas, puis là je vous dis 470 places, mais c'est réparti sur tout le territoire. Or, on peut en avoir davantage besoin, je sais pas, par exemple dans l'ouest parisien, eh bien nous en ouvrirons. On s'est mis en situation aussi de mettre les moyens et les personnels. C'est la raison pour laquelle j'ai adressé un courrier aux écoles et aux établissements la semaine dernière pour repérer tous ceux qui avaient cette certification FLS et qui pourraient participer à ces nouvelles classes. Rapidement, on sent évidemment le mal-être chez certains enfants en tout cas et étudiants, parce que j'ai des étudiants aussi qui ont entre 18 et 28, 29, 30, ça dépend. Et même à cet âge-là, parfois c'est assez flagrant. Donc c'est dans le non-verbal, je vous disais, c'est dans le physique. La posture. La posture, la respiration, j'imagine. Alors les gestes, parasites, on a la voix énormément. Vous le savez, la voix peut trembler. Quand on n'a pas du tout envie de s'exprimer en public, généralement le volume bizarrement descend, mais très fortement. Et il faut les aider à avoir confiance en eux. Donc c'est sur plusieurs cours, plusieurs étapes. Et puis on travaille beaucoup en groupe aussi, parce que le groupe aide à avoir confiance. Donc je fais pas mal de séances. Il ne fait pas peur le groupe ? Non, au contraire. Parce que c'est un groupe bienveillant, vous construisez les choses de sorte à ce qu'ils s'encouragent, qu'ils se soutiennent. Alors, bienveillant, certes, mais en revanche, je suis d'avis de dire les choses. C'est-à-dire que moi, je donne mon avis. Oui, bienveillant, mais pas complaisante, quoi. Mais non, il faut faire avancer la personne. Donc, si on est juste là en disant « c'était super, c'était génial », on n'avance pas. Par contre, si on dit « là, ça s'est senti, tu vois, t'as beaucoup tremblé, t'avais ta fiche, tu faisais ça, machin, t'avais les bras qui bougeaient, t'as parlé beaucoup trop vite », le fait que d'autres personnes le disent, mais avec bienveillance, bien entendu, on intègre les choses plus facilement. Vous recevez énormément de textos, ma foi. Mais pas du tout, c'est l'heure de la récré, en fait. C'est pour ça, il y a toute la classe, les téléspectatrices et les téléspectateurs qui disent « c'est la récré, là. C'est la récré, là, voilà !» Je profite de mes chroniqueurs pour avoir aussi une fin, cher Mickaël. Oui. Avec plaisir, on se retrouve demain. Même heure, même endroit sur School TV, schooltv.com et Freebox, canal 247, c'est ça ? Voilà, 20h30 demain avec toutes les rediffs. Merci à toute l'équipe de School, merci à Agathe Delannoy et Maguessel à la rédaction, merci à Héloïse Merlin au son, à Mani Pézeshk à la réalisation et à Emma aussi au make-up. Bonne soirée à tous, ciao.